Bonjour tout le monde. Alors on va reprendre les sessions. Donc là, on va entamer la session 3. Donc je vais juste faire une petite introduction et après je laisserai la parole aux intervenants. Donc je me présente en 30 secondes. Donc je m'appelle Driss Azariz, donc je fais un peu l'interface sur les deux rives parce que je travaille entre Paris, Marseille et Rabat sur les problématiques environnementales et changement climatique, énergie de manière transversale. Et donc je fais aussi l'interface parce que je suis à l'interface entre le monde académique et le monde professionnel. Donc je reprends un peu les mots qui ont été dits ce matin dans les deux sessions. Donc, mais rapidement, la première session, on avait les élus donc, qui ont, je dirais un peu les mots-clés, c'est partenariat, opportunité, solidarité entre les deux rives, nord-sud. Le deuxième point, c'est la session 1, où tout le monde aujourd'hui est convaincu que les actions, c'est au niveau des territoires, et on a vu la difficulté du top-down. Donc les territoires aujourd'hui sont attendus justement pour apporter des solutions. Et la session 3, parce que je reprends un peu ce qu'a dit Stéphane Poufari, il a dit pour les territoires, moi je le dis un peu de manière brusque, il n'y a pas de financement, les financements sont insuffisants, l'ambition va baisser, donc l'espoir est dans la société civile et à la COP, j'ai pas été à la COP 23, mais j'étais très impliqué dans la COP 22. On a présenté les solutions de la MEDCOP Tanger, toutes les solutions dans la zone verte. Et là, on voit un foisonnement d'expériences et d'initiatives de la société civile. Quand je dis la société civile, c'est ONG et entreprises. Et aujourd'hui, on va voir des solutions concrètes. Et sans tarder, je donne la parole tout de suite à M. Jacques Bucchi. Merci Driss. Et je vais faire le lien avec les derniers mots de ce matin. Madame Delay, à juste titre, a insisté sur le fait que nous étions face à un défi. Mais je pense qu'il n'est pas inopportun d'y ajouter les opportunités que ça représente, parce que ça pourrait être un défi, et en plus avec des perspectives noires. Il en est, mais il y a surtout, et en tous les cas à titre personnel, et nos équipes, on se concentre sur ce sujet, des opportunités importantes. Et c'est de cela dont nous allons parler. Il faut, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de vivre et de faire, comme disait l'adage, il n'y a de bon vent que pour qui connaît son port, il faut vraiment comprendre d'où on vient, où nous sommes et ce vers quoi nous allons pour pouvoir construire des solutions adaptées. On vient de ce monde-là, pas besoin de commentaires, l'énergie en stock, en masse, à des coûts relativement faibles. Et nous allons vers ce monde-là, celui où, du national, nécessairement, nous devrons travailler au niveau local avec tous les acteurs sur le terrain, avec toutes les opportunités qui peuvent exister. Et là où hier on consommait, demain il faudra produire bien sûr, mais également penser, ce qu'on n'a pas fait assez, à récupérer, à stocker, à partager et parfois quand ce sera nécessaire, à s'effacer. Cela concernera tous les secteurs liés à l'énergie, bien sûr tout ce qui est chaleur et fraîcheur, mais également ce qui est important et qui touche à la mobilité, mais également, on le verra tout à l'heure, aux finances locales, aux finances personnelles. Bref, tous les secteurs sont concernés et ils le seront d'autant mieux que la gestion sera adaptée. Et là, je m'arrête une seconde parce qu'à partir de cette image, on voit apparaître, pas forcément comme ça au premier regard, mais ce qui va constituer le monde de demain. Si on veut que demain il y ait un modèle économique de tous ces acteurs qui produisent, récupèrent, stockent, s'effacent et gèrent, il va falloir qu'il y ait de la mesure, il va falloir qu'il y ait donc un certain nombre de capteurs et d'outils numériques qui vont à la fois faire cette mesure, la communiquer, et aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, de la gérer. Donc le numérique s'inscrit naturellement dans le paysage de l'énergie,
Et ça, c'est un premier constat. Nous sommes à la convergence de deux transitions, la transition énergétique et la transition numérique. Souvent, on parle de ces sujets, souvent, on limite le débat à produire des énergies renouvelables et de temps en temps à faire de l'efficacité énergétique. On a d'abord beaucoup parlé de production d'énergie renouvelable et arrive le temps où on va de plus en plus parler d'efficacité. Il n'est qu'à regarder ce qui se passe actuellement en France. Un programme de 14 milliards d'euros vient d'être décidé et il y a derrière des aides qui incitent et qui vont permettre de changer le territoire. Mais au-delà de la production d'énergie renouvelable, au-delà de cette pincée d'efficacité énergétique, et eu égard au monde numérique qui se construit sous nos yeux, sans même que parfois on ne s'en rende compte, eh bien c'est une transformation profonde, technologique bien sûr, mais également sociétale et planétaire qui est en train de se construire. Cette évolution va pratiquement tout transformer de ce qui est notre environnement. Ça va transformer les bâtiments qui deviendront intelligents. Ça va transformer nos villes et l'aménagement de nos territoires. Ce n'est pas le lieu ici pour le détailler, mais un mot simplement pour dire que quand on partage les espaces, par exemple, quand on échange les énergies, par exemple, eh bien on change l'aménagement du territoire. Donc l'énergie aura ce rôle-là, le numérique y contribuera. La gestion de l'énergie sera fatalement changée, la mobilité changera. Et dans la mobilité, il y a cette dimension du couple habitat, transport, travail, exactement du couple habitat-travail, qui va aussi changer la donne. Ça changera également notre façon de gérer l'eau, l'air, ça changera aussi cet aspect tout neuf, émergent de la gestion des données. La data est le minerai de demain. Et dans ce minerai-là, il y a des gisements pour non seulement améliorer les situations sur le plan énergétique et au second degré sur le plan environnemental, mais c'est également un gisement pour les start-up avec des idées qui naissent tous les jours et qui permettent de créer des solutions nouvelles. Ça changera nécessairement la formation, où du simple savoir, on devra aller vers un monde plus large où on partagera de multiples savoirs, et puis finalement, bien évidemment, cela fera évoluer notre société. À titre personnel, je le regarde de façon positive. C'est compliqué, c'est lourd, c'est complexe, mais si on sait y travailler avec les politiques, en convergence avec la société, parce que l'homme est au centre de tout, on peut bâtir des solutions au service des uns et des autres. Il faut simplement pour ça changer notre façon de penser. Hier, on pensait silo, aujourd'hui, on ne peut penser global. Je n'ai pas le temps de développer des exemples, mais sur le plan de l'énergie, c'est obligatoire. Quand on pense partage d'énergie, quand on pense récupération d'énergie, on est obligé de raisonner non seulement avec son bâtiment, mais également avec tout ce qui est autour. Et puis une notion extrêmement importante, culturellement, depuis des décennies, on raisonne travaux, dans tous les domaines on raisonne travaux. Et cette pensée-là, elle est aujourd'hui omniprésente dans notre société, chez les architectes, dans les bureaux d'études, dans les entreprises. Et cette pensée-là, elle se heurte frontalement aux obligations de la loi de transition énergétique qui oblige à la performance. Et qui dit performance, dit changement de modèle juridique, changement de modèle technique et changement de modèle financier. Je reprends ces trois mots parce qu'ils sont les trois piliers de la rupture que nous sommes en train de vivre. Il ne peut pas y avoir de disruption par rapport à un modèle passé qui a montré toutes ses faiblesses et ses défauts, en particulier sur le plan environnemental. On ne peut pas vivre cette disruption si on ne la fait pas à la fois sur le plan technique, sur le plan juridique, sur le plan financier, et en remettant, j'insiste, l'homme toujours au centre de nos préoccupations. L'énergie qui était dépense, j'insiste, peut devenir opportunité, et je le développerai dans un instant. Le numérique qui aujourd'hui est extrêmement compliqué, je l'ai dit aussi, est un gisement de richesse sur lesquels les collectivités ont un pouvoir, une main et la nécessité de décider un certain nombre d'actions pour, par exemple, mettre à disposition des plateformes ouvertes sur lesquelles les start-up vont pouvoir développer de nombreux services. Et puis, cette société qui change, c'est aussi eu égard à la contrainte qui est la nôtre, je le redis souvent, on est sur ce petit bout de machin de 40 000 km de diamètre, c'est rien du tout dans les unités espace temps vitesse d'aujourd'hui. Si on n'est pas capable de comprendre très vite que ça, il faut le protéger, ou alors on prend des risques fous, eh bien, c'est qu'on n'a pas compris l'évolution de notre société. Mais pour aller dans cette direction-là, il faut revenir à l'homme, et il faut y mettre de l'intelligence collective. Nous le ferons en changeant la façon de gérer nos territoires. Et là, j'insiste, il n'y a pas beaucoup d'élus, il y en a certains, et
bravo à ceux-là de s'intéresser à ce sujet parce qu'ils sont les vecteurs sur le territoire de ce qui fera changer notre société. Il est évident que quand hier on pensait projet, c'était suffisant. La crèche ici, l'école ici, le bâtiment public ici. Mais aujourd'hui, tout ça doit s'inscrire dans l'espace et dans le temps. On n'installe pas un bâtiment sans penser à sa connexion à son environnement. On n'installe pas un bâtiment sans se poser la question de comment demain il sera connecté à l'intelligence collective dont je parlais il y a un instant. Il faut changer aussi notre façon de penser dans la conception de ces équipements. Hier, on était dans un concept tout simple, qui est encore d'ailleurs, et je le regrette profondément, celui du Code des marchés publics, où on juge un peu de technique, beaucoup le prix, et on se déconnecte complètement d'une obligation qui est celle qui nous engage vis-à-vis des générations futures dans le coût de fonctionnement. Il ne faut plus passer travaux, il faut penser performance globale, cohérente et circulaire. L'approche globale, j'en ai parlé, cohérente, c'est le mot que j'ai trouvé, c'est peut-être pas le meilleur, mais aujourd'hui on a beaucoup parlé d'intelligence dans les bâtiments, sauf que vous avez un bâtiment ici qui parle italien, un deuxième qui parle français, un troisième qui parle chinois, il n'y a pas d'intelligence collective. Depuis décembre 2017, des labels sont apparus et qui font que dorénavant, tous les bâtiments peuvent parler les mêmes langages et on doit tous s'orienter dans cette direction-là. Quant à l'économie circulaire, c'est un sujet qui a été souvent développé, dont vous connaissez les concepts. Il y a un sujet dont on parle moins qui est celui de l'économie circulaire. J'y reviendrai dans un instant. Et puis enfin, il faut, dans notre façon de changer notre regard et notre action, il faut, encore une fois, toujours ramener nos réflexions, nos solutions à cette question, la place de l'homme et les nécessités de l'environnement. Dans le domaine de l'énergie, qui est le sujet donc, qui est celui qui a fait ma vie professionnelle, eh bien, d'abord de dire que tout naît à l'échelle d'une collectivité. Il n'y a pas un projet qui naisse disconnecté d'un territoire et donc d'une commune. Tout part de là. On a beaucoup travaillé pendant le débat national pour que cette réalité-là soit prise en compte. On a fait des grands pas, mais on n'a pas tout fait. Avant, on oubliait les collectivités et un certain nombre d'acteurs prenaient le bénéfice de ces opérations-là. Grâce à la loi, aujourd'hui, les collectivités ont une part. Mais je le dis, il y a ici je crois, conseiller départemental, et je passe le message. Si on veut développer les énergies renouvelables dans les territoires, pardonnez-moi, c'est un peu technique, ça concerne la France, mais les autres pays pourraient avoir des règles similaires, il faut que le bénéfice des taxes revienne d'abord à la collectivité. C'est comme ça que l'on incitera au développement. Le schéma d'antan, c'est le citoyen qui paie la contribution, et je pense que c'est vrai dans tous les pays, que ce soit en France ou dans la Méditerranée ou en Europe. D'une façon ou d'une autre, c'est le citoyen qui paie. Historiquement, cette contribution permet le financement de la production d'énergie renouvelable. Avec la loi, les acteurs publics et les citoyens sont entrés. Je n'ai pas là le temps de développer, mais aujourd'hui, tous ces acteurs peuvent être actionnaires et bénéficiaires. Ce qu'il faut, c'est maintenant, c'est l'étape d'après, installer de la solidarité dans ces territoires. Et je le dis pour les pays méditerranéens, il faut comprendre que tout le monde ne peut pas produire des énergies renouvelables. Tout le monde n'a pas le réseau, tout le monde n'a pas le savoir, tout le monde n'a pas la puissance financière, et donc il faut impérativement installer de la solidarité. Je disais ce matin que le territoire pertinent, c'était la région. C'est là que ça peut se passer. C'est là qu'une région peut décider de partager les bénéfices pour faire de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est donc l'activité de la société Estia Innov, qui a été créée par quelques associés. J'ai notre présidente qui est là. Et cette efficacité énergétique, je disais que c'est l'opportunité de demain. L'opportunité pour tout le monde. C'est d'abord l'opportunité pour rénover les villes, qui ont aujourd'hui une situation dont tout le monde a conscience, mais peut-être pas assez. En particulier, il y a en France près de 8,5 millions de logements dans les copropriétés, et je pense que dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Il y a des copropriétés qui, avec le temps, pour des raisons diverses, financières et sociales, sont en train de se dégrader. Il y a, grâce aux politiques nouvelles qui se mettent en œuvre, grâce à des technologies nouvelles qui arrivent, l'opportunité de rénover et ces copros, et ces quartiers, et donc ces villes. Et du coup, on en arrive à l'économie circulaire. Le citoyen qui était payeur simplement, aujourd'hui devient également bénéficiaire, puisqu'on le voit bien, grâce à lui, on développe des énergies renouvelables dont les bénéfices sont partagés, reviennent sur le territoire de façon pertinente pour qu'on mette en place des outils d'efficacité énergétique, Estia Innov étant une parmi d'autres,
et le tout au service de l'ensemble. Cela crée du développement économique avec de la richesse et de l'emploi. Cela est l'économie circulaire de l'énergie. Et on voit bien au travers d'un schéma comme celui-ci, quand toutes les briques sont posées, que l'énergie devient un vrai moteur à la fois de solutions environnementales et de développement économique territorial. Hestia Innov, depuis 2 ans, travaille sur le sujet de l'efficacité énergétique et est parti, là encore, de l'histoire et des réalités. Et cette histoire et cette réalité nous ont montré, pas qu'à nous, à d'autres, et du reste, le Conseil régional a pris le dossier en main et a décidé de faire un AMI pour trouver des solutions innovantes, dont Hestia Innov a été le lauréat. Depuis des années, on vit avec une confusion dans l'esprit des personnes, et je le dis pour tous les pays, il y a une confusion entre isolation, qu'il s'agisse de s'isoler par rapport au chaud ou par rapport au froid. L'isolation n'est pas la solution au problème de l'efficacité énergétique, ce n'est qu'une solution parmi d'autres, et il est important de chercher des pistes qui, en particulier, permettent plus d'efficacité, plus vite, moins cher, et donc au bénéfice de tous. Au centre, l'humain. Pourquoi l'humain? Parce que rien ne se fait sur un territoire si on n'écoute pas, si on n'explique pas, si on ne rassure pas, si on n'accompagne pas et si on ne garantit pas. Ça peut paraître être une banalité ce que je vous dis là, mais aujourd'hui, je le dis avec un peu de provocation, la rénovation énergétique dans beaucoup de pays, c'est d'abord de la technique, des diagnes, des coûts, des travaux, des trucs qui font peur. Il faut arrêter avec ça. Les gens, on les bloque, j'y reviendrai, sur la peur qui fige et l'espoir qui dynamise, en conclusion, mais ça commence par un travail d'approche vis-à-vis de l'humain. Et Hestia Innov a donc mis en place un concept qui part de l'humain. Ce concept-là, il passe nécessairement après par le diagnostic, quand on a fait la phase première. Mais quand on a mis en place cette phase première, il faut ensuite penser au cadre juridique. Je reviens à ce triptyque de rupture, technique, juridique et financier. Si vous faites aujourd'hui des travaux et que vous dites aux gens « vous allez payer 10 000 € par logement pour avoir un gain énergétique de 25% que personne ne mesure jamais et qu'on n'obtient jamais », on obtient 2 choses. D'abord, des gens qui crient, des gens qui pestent, des gens qui décrient la politique, et puis finalement des gens qui ne veulent plus faire. Il faut redonner de l'espoir, et pour ça il faut redonner de la vérité. Il faut changer le cadre juridique. Je n'ai pas là le temps de le développer, mais Hestia Innov met en place ces solutions-là. Et puis enfin, en tous les cas pour aujourd'hui, parce qu'on voit bien que tout à l'heure cela a été dit de façon très brillante, et tout à l'heure Kim le dira aussi, les solutions numériques sont un outil extraordinaire pour arriver à ça. Ce n'est pas un outil, comme je l'ai entendu, pour faire du pognon, ou pour ceci ou pour cela. Non, c'est un outil pour servir la planète. Et il faut le regarder comme ça. Qu'est-ce que c'est que l'usager vertueux virtuel? Ce n'est pas très compliqué. Il ne faut pas se mettre martel en tête. C'est tout simplement que nous qui sommes humains, tenez, nous qui sommes ici, est-ce qu'on gère l'énergie chez nous à cette heure? Ce n'est pas possible, on est là. Et on dort, et on part en vacances, et on travaille, et les conditions changent. Et objectivement, on peut vouloir faire des individus des êtres vertueux, mais si ces êtres vertueux-là ne sont pas accompagnés 24 heures sur 24, on ne changera pas la situation environnementale. Et donc il faut mettre en place dans tous les bâtiments publics, dans tous les bâtiments privés, pour cette raison et une autre que j'évoquerai juste après, il faut mettre en place aujourd'hui un certain nombre de solutions numériques qui tout simplement remplacent l'homme qui perçoit la température et la lumière, l'homme qui réfléchit et l'homme qui agit. Avec les technologies numériques, avec l'intelligence artificielle, avec l'ensemble des données dont on dispose, on peut créer cet avatar de l'homme qui gère le bâtiment dans son ensemble et de façon permanente. Aujourd'hui, ces solutions-là, et je reviens à l'argent, c'est amortissable en moins de 3-4 ans, quel que soit le pays, c'est amortissable en 3-4 ans, et puis ça présente cette autre caractéristique, pour autant que ce soit bien pensé, c'est qu'on est obligé pour faire ça de mettre une structure numérique en place, d'avoir un langage partagé. Et de fait, grâce à ça, à chaque fois que l'on pose un outil dans un bâtiment public, dans un logement, eh bien, on pose la brique du bâtiment numérique de demain. Et là, il faut avoir à l'esprit notre téléphone. Ce téléphone-là, il y a 7 ans, c'était fait pour parler. Et sans qu'on se rende compte, c'est devenu un outil d'une puissance extraordinaire dont on ne peut pas se passer. Eh bien, cette évolution qui s'est faite en 7 ans, elle arrive aujourd'hui dans le domaine du bâtiment. Elle arrive seulement. Et dans 6-7 ans, les bâtiments auront une intelligence sur laquelle, comme sur les téléphones, on pourra greffer de multiples services. Le partage de l'énergie, le partage des services, de l'information, bref, autant d'applications que ce qu'il y a là-dessus.
La différence entre le téléphone et ça, c'est que le téléphone, si je me suis trompé, pour ce qui nous concerne ici, Marseillais, je vais en tous les cas, moi, à la Rotonde à Aix-en-Provence, chez Apple, pour 500 €, j'ai un téléphone nouveau et j'ai réglé le problème. Mais si aujourd'hui, acteur public, je me tourne vers les élus, si aujourd'hui, acteur public, je mets des millions d'euros dans une construction, en France ou ailleurs, et que j'oublie de le doter de la structure numérique commune qui permettra à cet ensemble d'être demain connecté et intelligent, je prive le territoire de demain de son attractivité. Et ça, c'est extrêmement grave, d'autant qu'un bâtiment qui vaut 5, 6, 7 millions d'euros, ce n'est pas demain que je vais le refaire comme le téléphone que je peux changer. Et donc il est important, et je reviens au début de mon propos, d'avoir la vision. Le bâtiment, la ville, quand on les construit, c'est regarder où je suis et ce qu'il y a autour et savoir que je vais vers ce monde intelligent et à partir de ces deux éléments-là, de construire la solution d'aujourd'hui. La blockchain et la crypto-monnaie. Pourquoi la blockchain? Pourquoi la crypto-monnaie? Je laisserai M. Dotel en parler brillamment tout à l'heure. Mais pour Hestia Innov, ce sont deux choses. D'abord, la blockchain, c'est l'outil numérique qui aujourd'hui permet la traçabilité, la sécurité, la garantie absolument indispensable pour que le citoyen ait la certitude de ne pas être trompé. La crypto-monnaie, c'est un outil qui est aussi spéculatif que les actions. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse dans la crypto-monnaie, c'est que grâce à cela, nous pouvons, nous, Hestia Innov, comme d'autres sociétés, en France, en Afrique, dans les pays méditerranéens, partout dans le monde, on peut développer de l'économie dans des conditions plus faciles, plus simples, plus efficaces, moins contraignantes que le système passé. C'est important pour nous, Hestia Innov, de conserver notre liberté. C'est important pour nous, Hestia Innov, d'avoir des capitaux qui viennent accompagner notre développement. Et que le reste derrière se joue à la bourse, ça fait des lustres que c'est comme ça, je ne suis pas favorable à cela, je n'aime pas la spéculation, mais ce n'est pas mon sujet. Moi, je suis chef d'entreprise et ce que je veux, c'est trouver des capitaux dans les conditions qu'aujourd'hui le monde de la finance ne nous permet pas. C'est pour ça que les outils numériques sont indispensables. L'usager vertueux, je ne vais pas m'étendre, c'est cet outil dématérialisé avec sur le terrain les capteurs, les actionneurs, les afficheurs et de l'autre la gestion de tous les critères que vous voyez là. Demain, le monde que nous construisons, il sera fait d'un côté de ces services que représente cet arbre avec au centre le citoyen, le bâtiment, et à gauche une autre forme de gestion de l'énergie, parce que là, un point extrêmement important, nous sommes pratiquement partout dans le monde au seuil du point de parité qui va faire que l'approche de l'énergie d'hier, qui était celle où on achetait moins cher sur un marché commun l'énergie que celle que l'on produisait, est en train de s'inverser. Et ça va changer toute la donne sur le territoire. Et entre blockchain pour l'autoconsommation collective, blockchain et crypto-monnaie pour le développement économique, on voit bien une fois encore qu'on retrouve la convergence du monde de l'énergie et du monde du numérique. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait les équipements locaux, la structure, les labels. Je passe ces détails techniques. L'important, c'est le concept général. Aujourd'hui, et c'est ma conclusion, grâce à des aides qui existent pratiquement dans tous les pays, grâce à l'économie circulaire que j'évoquais, grâce à la méthode innovante qu'on vient de développer, grâce à l'ingénierie juridico-sociale et financière qui est indispensable, grâce aussi à cette optimisation technique et des solutions modernes que je développais, eh bien, on va vers ce monde où l'humain est au centre, où le confort est meilleur, le reste à charge est plus faible, le pouvoir d'achat est amélioré, et le tout en permettant une requalification aisée des villes. Et j'insiste sur cet exemple, je vais un peu caricaturer, je ne vais pas citer la ville aujourd'hui, mais je connais une ville où il y a côte à côte 13 copropriétés malades, toutes sur le point de se dégrader. Grâce aux 14 milliards d'euros et à ces ingénieries dont on parle là, on peut requalifier l'ensemble de ce quartier sans que pratiquement il en coûte aux copropriétaires et sans qu'il en coûte à la ville. C'est quand même une opportunité sur laquelle la ville devrait se plonger. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, on pourra le développer plus tard. Voilà, je le disais au tout début et je veux terminer par ça. Parce que moi, je veux être un homme d'espoir. Ce que je constate, c'est qu'autour de nous, les peurs sur ces sujets, les incompréhensions sur ces sujets, la méconnaissance des solutions, ça crée des peurs et ça fige l'action. Je crois qu'il faut délibérément regarder vers le futur avec beaucoup d'espoir, faire confiance à cette jeunesse qui porte des solutions nouvelles et grâce à cet engouement qu'il est possible de construire ensemble, on peut aller
vers ces solutions d'avenir qui nous mettront dans l'action, qui nous mettront dans l'espoir et qui changeront notre société. Voilà, j'ai fait un peu long, pardonnez-moi, mais il y a sur ce sujet tellement de choses à dire. Merci de votre attention. Bien, merci. Merci Jacques, c'était très intéressant. Moi, je retiens que tout naît dans la collectivité et le lien intime entre la transition numérique et énergétique. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer du numérique. Et sans tarder, je donne la parole tout de suite à Kim, mais parce que là, tu as eu 20 minutes, Jacques, donc je demande aux autres, parce qu'on a normalement entre 10 à 12 minutes. On m'avait dit 30. Donc on dit 10 minutes, Kim, ça va? Parfaitement. Comme ça, comme on a 6 intervenants. Je n'ai pas les talents d'orateur. C'est frustrant, c'est intéressant, parce que c'était intéressant. Je n'osais pas t'interrompre, parce que c'était vraiment intéressant. Merci. Merci Jacques. Moi, rapidement, donc, je suis cofondateur de la société Solide, qui vient du mot solidarité, créée il y a un peu plus d'1 an, 190 employés. On développe des technologies blockchain, donc je peux revenir par la suite. Donc, qu'est-ce qu'une blockchain? Ce qui est important ici, c'est ce que nous, on voit dans la vie de tous les jours, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de projets, d'entreprises, d'idées qui ne sont pas réalisées malgré une nécessité évidente, énergétique ou autre, à cause des fonds. La technologie blockchain est devenue connue grâce à une spéculation grandissante, oui, tout le monde a entendu parler. En 1 an, passer de 80 milliards de dollars sur le marché à 450 milliards de dollars sur le marché, c'est très spéculatif. Mais on s'aperçut aussi qu'au sein de la France, dont Macron a tout simplement défini de vouloir devenir le pays le plus à la tête en termes de blockchain dans le monde, Macron étant le premier président au monde à avoir fait une loi sur la blockchain, vouloir intégrer la blockchain dans l'économie. Cette blockchain peut servir de bouclier contre les ventures. De nos jours, n'importe quel projet entreprise est capable de pouvoir et vouloir lever des fonds sans perdre de capital. Il faut que le projet soit viable avec un véritable business model. De nos jours, on voit des solutions. Je vais donner l'exemple de STI Neuve qu'on accompagne pour trouver des fonds, qui est une entreprise qui marche et qui a besoin de croître à plus grande ampleur, qui est capable de devenir virale grâce à son business model. C'est une question très simple et quelles que soient les bonnes intentions ou même le bon business model, c'est toujours une question d'argent finalement. On sait toujours qu'il y a toujours du mal un petit peu à ce que les fonds viennent de l'État, des aides. Pour les fonds d'investissement, c'est pareil. Cette solution, cette technologie toute nouvelle, qui maintenant pèse 450 milliards de dollars, détenue par des petits porteurs, c'est des gens comme vous et moi qui sont devenus millionnaires ou milliardaires du jour au lendemain, excusez-moi, j'ai plus de voix, qui commencent à récupérer le pouvoir dans l'investissement et vouloir investir sur des projets qui ont du sens. De le jour, avoir un projet qui a du sens, ce n'est plus se retrouver avec un refus devant la banque. C'est une possibilité de pouvoir en parler en grand public et de demander au public d'investir. Ce n'est pas du crowdfunding, c'est autre chose, quelque chose de nouveau. C'est fortement comparé à Internet. Internet, dans les années 90, personne ne savait ce que c'était. Quelqu'un ici comprend ce que c'est véritablement Internet? J'ai bien peur que non. Par contre, on l'utilise tous. La blockchain, c'est pareil, ça arrive encore plus vite, parce que c'est la première fois qu'une technologie est capable de se soutenir par elle-même financièrement. Donc je suis juste là pour définir que le mot blockchain qu'on a entendu pour la 3e fois aujourd'hui arrive bien plus vite que prévu. Il faut le coup d'être au moins regardé de près, surtout dans le pays qu'est la France, surtout qu'il y a le fait qu'il y a des ententes qui peuvent être générées à travers la Méditerranée, où d'autres pays s'intéressent énormément dessus, et que c'est un sacré sujet pour créer une cohésion autour de l'humain. Je suis revenu sur cette petite slide qui représente très bien le fait que, avant tout, c'est l'humain, avant tout, il y a un business model, avant tout, il y a tous les points générés d'une entreprise, qui est la perspective et juridique, qui est la technique, qui est une garantie des résultats, qui est le fait que chaque entreprise a une technicité, un historique, un background, un je ne sais de plus, qui fait que cette entreprise marche. Il faut les garder, il faut les protéger. Il faut se protéger contre aussi les concurrents qui arrivent d'un peu partout. Et c'est une solution. J'étais juste là pour présenter ce qu'était une blockchain. Je vous ai juste présenté l'utilisation de la blockchain, présenter ce qu'est la technologie elle-même. Je peux le faire si vous le voulez, mais je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Merci à vous.
Bien. Merci Kim. Très bien. Et là, je tiens à remercier quand même les organisateurs parce que bon, vous avez vu dans la session 1 et 2, on avait un foisonnement d'organismes. Je pense qu'il y a plus de 300, au niveau de la Méditerranée, je pense qu'il y a plus de 350 réseaux qui travaillent sur les changements climatiques. Et je pense que la façon avec laquelle s'est fait cette session, donc là on est dans le concret, donc toute la panoplie de success stories, c'est-à-dire de bonnes pratiques, mais je traduis la version anglaise en français pour dire des actions réussies, vraiment, et Jacques nous a vraiment exposé ça, mais brièvement, mais c'est-à-dire on part des actions concrètes, on les relie au numérique, et là on a l'action, donc là ça fait déjà un tandem, et le troisième, ça c'est une start-up, et donc là on passe tout de suite à Samir, donc il va nous présenter toutes les start-up, tout ce qui est en train de ce foisonnement justement de start-up et d'innovation qui vont faire le travail de terrain. Et après, le niveau national ou mondial, donc on est vraiment dans le local, et ça donne vraiment de l'espoir. Merci Driss, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. Je remercie le FEMIS et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour m'inviter à partager mon expérience. Donc, je m'appelle Samir Abdelkrim. Donc, très rapidement, je travaille sur l'innovation et la technologie, notamment les startups en Afrique. Après avoir beaucoup travaillé sur le sujet des startups et l'innovation en Méditerranée, mon parcours professionnel a démarré à Marseille, où je travaillais pendant 6 ans pour un réseau que beaucoup d'entre vous devez forcément connaître, qui s'appelle le réseau Anima. Et en 2012, j'ai créé ma boîte, Startup Bricks, qui est une société de conseil en innovation en Afrique et dans les pays émergents. Et j'ai fait un tour de l'Afrique qui a duré 3 ans, dans lequel je suis allé dans plus de 25 pays d'Afrique pour analyser les écosystèmes, pour passer énormément de temps dans le... Donc, voilà, après je vais mettre la vidéo. Passer beaucoup de temps au contact avec les startups, les incubateurs, les hubs d'innovation. De toutes ces rencontres, j'en ai tiré un livre qui s'appelle Startup Lions, qui est sorti il y a peu et dont la seconde édition sortira la semaine prochaine durant Vivatech, qui revient sur 3 ans de mise en perspective finalement de cette révolution numérique africaine qui change le monde. Non, pas encore. Alors, avant de passer à la vidéo, donc quand je suis revenu à Marseille en 2017, donc j'ai créé une manifestation, donc une conférence qui s'appelle Emerging Valley, où l'idée c'est faire venir justement dans cette logique d'innovation inversée les solutions du Sud, d'Afrique, qui peuvent répondre à des problèmes non seulement africains, mais aussi des problèmes que l'on peut rencontrer ici sur le territoire en Provence, et que ce soit dans l'énergie, dans la santé, dans l'éducation. Et cette conférence, qui a bénéficié d'ailleurs du soutien, et je les remercie encore, du conseil départemental, qui était partenaire principal d'Emerging Valley 2017. Cette conférence est tenue les 5 et 6 décembre 2017 à Marseille et à The Camp, à Aix-en-Provence, qui a réuni une vingtaine de startups africaines, au total plus de 450 participants, qui a été un grand moment et dont nous allons voir un petit extrait, un best-of de cette manifestation qui se redéroulera de nouveau cette année en 2018, en novembre. Cette édition 2017 qui a réuni plus de 400 participants, 20 speakers internationaux. Au total, on avait plus de 40 speakers. Emerging Valley, comment créer des ponts, comment tisser des liens avec les startups africaines. C'est un échange de procédés, c'est un échange d'expériences. C'est un petit peu cette réciprocité de gagnant-gagnant. On n'est pas là pour expliquer tout, mais on est là pour travailler ensemble. Un des objectifs de notre ambition, c'est d'arriver à remplir ce trou dans la raquette du financement. Les PME en Afrique, c'est jusqu'à 20% du PIB, 60 à 80% de l'emploi. C'est une opportunité du coup d'avoir un type de collaboration qui n'est pas que gouvernementale, qui n'est pas qu'entre grands groupes.
Effectivement, il y a des opportunités énormes pour travailler ensemble. Le co-développement de start-up entre l'Afrique et l'Europe et la France est l'enjeu. Nous avons à jouer sur les points extrêmement forts qui se développent en Afrique, notamment cette révolution qui n'a jamais eu lieu et qui a lieu maintenant et qui fait prendre à l'Afrique une longueur d'avance dans une partie de sa population, notamment les jeunes. 4 jeunes sur 10 dans le monde vont être africains en 2050, ce qui est énorme. Il y a nécessité que finalement les écosystèmes d'égal à égal se retrouvent pour imaginer un monde meilleur. Un monde qui réponde aux enjeux de transition énergétique, de transition numérique, pour à la fois être des entreprises qui vont créer de la valeur et créer de la valeur ensemble. L'année prochaine, on veut faire une triangulaire entre la Provence, l'Afrique et l'Asie et faire venir plus de startups africaines, plus de startups asiatiques et de leur dire que c'est ici, sur ce territoire, qu'ils peuvent se connecter. C'est tous ensemble, parce qu'on est 7 milliards, bientôt 9 milliards, à avoir une ambition de faire que notre planète soit meilleure. Voilà, donc là, c'est un petit... Un petit save the day, donc c'est 19, 20, 21 novembre à Marseille, 19 et 20 et 21 novembre à Zicamp. Donc là, l'idée, c'est véritablement, et ça rejoint toutes les interventions qui ont précédé, de montrer finalement une innovation qui est assez peu connue, de manière générale, qu'on soupçonne assez peu en Afrique, qui est une innovation très frugale, qui vient du bas, ce que dans mon livre j'explique cette innovation organique qui est produite véritablement du terrain, du peuple, en l'absence de politique publique. Donc tout est généré par les entrepreneurs eux-mêmes, qui créent eux-mêmes leurs propres écosystèmes. C'est vraiment le contraire de ce qu'on peut voir dans la Silicon Valley, où là les politiques publiques, la Silicon Valley, ça a été créé par l'État. Hein, c'est pas du tout le mythe du garage. Hein, c'est le complexe militaro-industriel qui a créé la Silicon Valley. Donc c'est des investissements publics considérables. Et en Afrique, les écosystèmes sont vraiment créés en l'absence d'État, finalement, par les entrepreneurs eux-mêmes. Et le numérique a permis de tout accélérer. L'Afrique était offline des indépendances à la fin des années 90, début des années 2000. Lorsque le téléphone portable est arrivé dans le quotidien, ça a fait irruption dans le quotidien des Africains, il y a eu un saut quantique dans les usages et dans l'utilisation du numérique pour créer de nouveaux services qui, quelque part, ont pris la place d'infrastructures qui étaient déficientes, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'agriculture, des services connectés, ce qui a très bien été expliqué, et aussi dans l'environnement. Et je prendrai un exemple d'une start-up qu'on a fait venir durant Emerging Valley, qui est venue du Sahel, qui est du Niger. Donc cette start-up s'appelle Techinov et qui est dans l'agriculture connectée, mais qui est fortement impactée par la question de l'environnement et du climat. Il faut savoir qu'au Sahel, le Sahel, c'est véritablement la partie de l'Afrique où la concentration des défis est la plus forte, que ce soit au niveau sécuritaire, c'est-à-dire aujourd'hui avec le terrorisme, que ce soit au niveau démographique. Aujourd'hui, le Sahel, c'est à peu près entre 100 et 150 millions d'habitants. En 2050, ça va être plus de 400 millions d'habitants. Donc il y a un vrai problème d'infrastructure pour absorber cette jeunesse qui arrive. Et il y a aussi un problème climatique profond. Selon, par exemple, une étude de l'université de Berkeley, la température du Sahel va augmenter de 8 degrés à la fin du siècle. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un choc avec un effet en cascade, parce que si l'agriculture est détruite par l'environnement, donc il y aura encore plus d'exil, et le phénomène migratoire ne fera que s'amplifier. Et cette start-up, donc cet entrepreneur nigérien, qui est venu témoigner, et qui d'ailleurs, durant ce témoignage, donc, a commencé à discuter avec des partenaires locaux, notamment la Société des Eaux de Marseille, qui était intéressée par sa solution, a développé en fait une application, une pompe solaire en fait, qui va chercher l'eau dans les nappes phréatiques, mais qui est actionnée à travers une application, un téléphone portable, par SMS. Il faut savoir qu'au Sahel, les pompes qui parfois plongent pour toucher les nappes à plus de 50 mètres de profondeur, il faut le faire manuellement. Et il y a beaucoup d'accidents d'ailleurs. Et d'autre part, les pompes qui marchent au combustible polluent
pollue les nappes phréatiques. Donc là, c'est une pompe qui est à l'énergie solaire, qui est actionnable par SMS, et surtout, cette pompe, elle permet d'irriguer de manière très fine donc les champs cultivables des agriculteurs du Sahel, du Niger, avec une technologie brevetée, donc une technologie nigérienne, donc qui a été créée par cette start-up, qui permet en fait, avec une multitude de nanocapteurs plantés dans le sol, de calculer en temps réel le niveau, le débit précis avec lequel il faut téléirriguer une parcelle de terre. Et notamment, c'est sa grande invention de calculer la vitesse précise à laquelle les gouttes tombent dans le sol. Parce que dans le désert du Sahel, avec l'harmattan, parfois le goutte à goutte, si le débit n'est pas suffisamment calibré, le temps que la goutte tombe au sol, elle s'évapore dans l'air, notamment avec le vent du désert. Et cette start-up, finalement, a véritablement révolutionné la manière dont les gens faisaient leur culture autour de Niamey, dans la capitale. Et ce qui a été calculé, c'est que donc, son application est utilisée par à peu près plusieurs centaines, voire, je crois, presque 1000 fermiers actuellement. Son application a permis aux cultivateurs de multiplier par 10 leur surface cultivable. Et surtout de faire des économies considérables en eau. Il y a aussi un point, c'est que de manière traditionnelle, l'eau, ce sont les femmes qui vont chercher l'eau dans le puits, souvent dans des seaux qui sont en mauvais état, et il y a une déperdition en eau qui, en fait, au fur et à mesure, on ne se rend pas compte, mais qui est considérable. C'est parfois la moitié de l'eau qui est transportée qui disparaît, rien que dans son transport. Et donc cette start-up-là, donc ça c'est un exemple concret d'innovation inversée finalement, où là c'est parce qu'il y a une contrainte forte, cette contrainte forte, en l'absence de moyens publics d'État, génère de l'innovation. Et cette innovation, qui est en train de se déployer en Afrique, pourrait demain aussi apporter des réponses aux mêmes problèmes en Méditerranée, en France, au sud de la France, au sud de l'Europe. Et c'est ce qui est en train de se faire finalement. Cette start-up, ce qu'on appelle Techinov, a cette volonté aussi, donc non seulement en apportant une solution à un problème africain, de voir comment il pourrait répondre à un problème qui pourrait être aussi un problème local, européen. Et donc c'est véritablement ce type de projet que l'on veut faire venir durant cette conférence Emerging Valley. Toutes ces startups que j'ai un peu sourcées ces 3 dernières années, par exemple aussi dans la thématique de la blockchain. Il faut savoir aussi que l'Afrique est véritablement en phase. Alors effectivement, vous avez cité l'exemple de Macron, mais par exemple, le Ghana, c'est le premier pays où des municipalités ont complètement blockchainisé leur cadastre. Il y a un problème lourd de gestion du foncier en Afrique. Il y a aussi, en fait, il y a le conflit entre l'administration, en fait, où la question de la propriété des terres est très mal renseignée, et la question aussi du droit coutumier des terres, c'est à qui ça appartient, etc. Et aussi, il y a, et ça je l'ai vu quand j'étais au Ghana, il y a une arnaque qui prolifère au Ghana, c'est qu'on vend des terres qui ne nous appartiennent pas. Si bien que la plupart des gens, sur leur maison, ils peignent « cette maison n'est pas à vendre », parce que les gens vendent leur maison sans le savoir. Donc il y a une explosion des arnaques immobilières. Et aujourd'hui, avec la blockchain, donc la ville de Kumasi, qui est la deuxième ville du Ghana, a complètement numérisé son foncier. Ça veut dire que chaque parcelle de terre a un propriétaire légitime, et cette information n'est plus falsifiable. Et ça rassure les agents immobiliers, ça rassure les banques, ça rassure les investisseurs qui du coup peuvent venir investir dans des projets greenfield et savent que le territoire qu'ils acquièrent est un territoire dont ils vont devenir les acquéreurs légitimes, et il ne s'agit pas d'arnaque. Donc ça, c'est déjà en train de passer à l'échelle en Afrique, au Ghana, et il y a encore une tonne d'exemples où on voit que l'Afrique, sur le numérique, est en train véritablement de rattraper un grand nombre de retards et peut inspirer d'autres continents, dont le nôtre. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous, et je vous remercie. Et j'espère que vous serez nombreux à Emerging Valley 2018. Merci.
Merci Samir. Donc là, on a une confirmation que le numérique est vraiment un levier de développement durable, ça c'est incontestable. Mais ce qui est important, c'est aussi cette mise en évidence de toutes ces startups au niveau de l'Afrique. Et c'est grâce au numérique que maintenant un jeune dans la Brousse ou dans la Silicon Valley ou à Paris, donc ils ont les mêmes chances grâce au numérique. Et je voudrais donner un exemple parce que ce matin on a parlé de la solidarité Nord-Sud, mais ça c'est important, c'est-à-dire aujourd'hui on a les échanges Nord-Sud, mais Sud-Nord. Et je donnerai un exemple d'un partenariat entre RPACA et Azad Environnement. On vient de finir un cycle de formation sur la pollution de l'air et des changements climatiques. Donc là, il y a Victor Hugo ici. Donc on avait le directeur d'RPACA et on a formé tous les responsables environnement des collectivités au niveau du Maroc. Et le directeur Dominique Robin, donc là je dis ça devant Victor Hugo, de RPACA. Donc c'est une expérience marocaine qui est unique et c'est une expérience qui peut être dupliquée vraiment parce qu'on a formé les responsables environnement sur toutes ces problématiques de l'air. Et vous savez que j'hésite pas à chaque fois d'introduire la pollution de l'air parce que tout ce qu'a dit Jacques tout à l'heure c'est l'énergie. Mais à partir du moment où on a géré l'énergie, donc on a résolu un problème qui est la pollution de l'air, le déplacement et tout ça. Et donc on va vers le mieux vivre. Et par rapport, j'ajouterais, je vais jouer un peu mon rôle d'animateur et mon rôle d'interface sur les deux rives. Et je donnerai l'exemple par rapport au plan climat territorial. Donc, on avait posé la question ce matin. Donc, j'ai fait mon partenariat avec Énergie 2050, le premier plan territorial de lutte contre le réchauffement climatique dans la région du Souss-Massa à Agadir. Et là, donc, on a des projets jusqu'à 2030. Et ça, c'est pour un peu tendre la perche à Christophe Caille par rapport parce que là, on a géré les bâtiments, l'énergie, mais il y a un autre vivier, un autre gisement qui est le gisement des déchets et leur valorisation, donc qui va nettoyer les villes et qui va produire de l'énergie. Donc sans tarder, je vous donne la parole pour parler de ces projets d'énergie. Merci. Donc mon nom est Christophe Caille, je suis cofondateur d'un groupe industriel. Donc moi je suis dans la partie industrielle de ce que la transition énergétique a généré, puisque mon métier n'existait pas il y a encore... Pardon ? Pour les slides. Pour passer les slides, oui, je peux. Oui. Effectivement, il y a quelques slides, et puis comme ça, je vais pouvoir les gérer. Donc voilà, moi, je suis finalement l'émergence de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique avec une vision industrielle, puisque notre métier, c'est de produire de l'énergie renouvelable, produire de l'énergie solaire, produire du biogaz et produire de l'électricité à partir de l'hydroélectricité, enfin de l'eau des rivières. Donc, avec une spécificité, c'est que ce qu'offre l'énergie renouvelable par rapport à l'énergie que l'on a l'habitude de consommer, c'est qu'elle peut être produite localement et consommée localement. C'est-à-dire que vous avez du soleil partout, vous avez des déchets partout, vous avez de l'eau à peu près partout, et finalement, avec les énergies renouvelables, vous avez la capacité d'installer des infrastructures de taille intermédiaire, voire de petite taille, et de produire de l'électricité ou du gaz. Et ce gaz et cette électricité, comme c'est des petites unités, vous allez pouvoir la consommer localement. Et donc, une des spécificités de notre groupe, et ce qui nous différencie pas mal aujourd'hui sur le marché, c'est que finalement, il y a beaucoup d'acteurs du marché qui installent des très grandes infrastructures, ce qu'on appelle du utility scale, ce sont des grandes fermes ou des grandes infrastructures qui vont pouvoir produire des mégawatts. Nous, on a fait le pari, qui s'avère payant aujourd'hui, de dire que l'énergie renouvelable, elle peut être produite localement et consommée localement. Et donc, on a développé au sein de Cap Vert Énergie un savoir-faire qui est sur toute la chaîne de valeur du développement, du financement, de la construction et de l'exploitation d'unités de taille intermédiaire. Alors une unité de taille intermédiaire dans l'énergie, ça reste malgré tout des chantiers un peu lourds. On parle d'un minimum de 1 million d'euros à 20 millions d'euros, donc voilà, ça reste des unités de taille significative, mais à l'échelle de ce qu'on peut faire dans l'industrie de l'énergie, c'est tout petit.
On a déployé du coup cette offre, cette technologie et ce savoir-faire pour répondre finalement à des besoins locaux, aussi bien auprès de collectivités. C'est-à-dire que quand on fait, Idriss parlait de traitement de déchets, c'est-à-dire qu'effectivement dans la méthanisation, l'idée c'est de traiter des déchets locaux et on travaille beaucoup avec les collectivités. Donc on va se rapprocher en fait de territoire, on va traiter les déchets de ce territoire, on va collaborer avec des collectivités, avec des industriels, avec des agriculteurs, et on va produire du gaz, produire un engrais écologique, et on va traiter du déchet local. Donc on est vraiment dans une approche très territoriale de notre métier, à la fois d'industriel, mais aussi de traitement de déchets, puisque la méthanisation, au départ, nous paraissait être un métier purement de production d'énergie, puis on s'est rendu compte assez vite que c'était aussi et surtout un métier de traitement de déchets. On travaille aussi avec le monde industriel, donc aussi bien pour le traitement des déchets, mais pour la production d'énergie. Effectivement, de plus en plus, on a des industriels, des entreprises qui souhaitent verdir l'énergie qu'ils consomment. Et ça devient d'autant plus possible parce qu'il y a un phénomène important aujourd'hui dans notre métier. C'est qu'il y a encore quelques années, il était très cher de produire de l'électricité verte, l'électricité solaire. Juste un chiffre, quand j'ai démarré en 2009, nous produisions l'électricité qu'on vendait 600 € le mégawatt. Et aujourd'hui, on produit l'électricité la même à 60 € le mégawatt, voire moins. Donc on est arrivé aujourd'hui dans une situation où l'électricité solaire en particulier, puisque c'est la principale que l'on produit aujourd'hui, qui est compétitive. On est aussi à l'international, je reviendrai dessus, mais au Chili, on vend l'électricité de façon aussi compétitive que n'importe quel producteur d'énergie. Donc ça ouvre aujourd'hui des possibilités pour produire localement de l'énergie verte, solaire. C'est un peu plus dur pour l'électricité et la méthanisation, qui est encore une activité subventionnée. Mais en tout cas, on est capable de produire de l'électricité qui est produite localement et consommée localement par des industriels, dans une logique de, finalement, relation producteur-consommateur, dans une démarche de vente directe de l'énergie. Quelques exemples d'unités que l'on a réalisées, qu'on exploite. Alors, et on est un acteur de la région PACA, puisqu'on a quelques opérations dans la région. Là, celle de gauche est sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est 60 000 m² de hangars industriels qui ont été construits et qui produisent l'équivalent de la consommation électrique de Port-Saint-Louis. Donc on est capable aujourd'hui, avec une unité solaire, alors, avec la problématique d'intermittence, mais la production globale de cette unité couvre le besoin énergétique de la commune. À droite, on est sur une unité qui est près de Béziers, à Canterane. Il s'agit d'une quarantaine d'hectares de serres solaires. Alors c'est le fruit d'un travail collaboratif avec un producteur d'asperges bio. Et on a conçu avec lui des serres bioclimatiques et qui lui ont permis finalement de protéger sa production, en même temps de produire de l'électricité et de contribuer à l'émergence sur ce territoire d'une unité de production d'énergie verte. Et puis on fait aussi des projets de plus petite taille, puisque il faut savoir qu'on a commencé tout petit. On était 3, aujourd'hui on est 90, et on a commencé et on continue encore à faire des unités de plus petite taille. Là, c'est notre première unité, c'est la première centrale solaire Cap-Vert Énergie qui a été construite à Lambesc. C'est un hangar agricole qui produit un peu plus de 80 kg. Donc c'est une toute petite unité, mais qui, dans un proche avenir, pourrait être autoconsommée. Et enfin, on intervient aussi, je le disais, avec des collectivités, même sur le solaire, puisqu'on a là, c'est un exemple d'installations qui sont sur des écoles à La Ciotat. Donc, notre groupe, quelques chiffres et quelques éléments structurants. Déjà, on est 3 associés fondateurs chez Cap-Vert Énergie, 3 quadras quand on avait démarré, on est bientôt des quinquas, avec une volonté d'intervenir et d'avoir un impact dans le domaine de la transition énergétique. Et c'était vraiment une volonté personnelle, c'est-à-dire qu'il y avait le souhait des 3 associés d'intervenir dans le développement durable et l'énergie renouvelable. 9 années d'activité,
90 collaborateurs. Donc, on est l'exemple d'une start-up de l'énergie qui a démarré en 2009 dans une période très compliquée parce que la réglementation en France a été un peu dure pour les entreprises comme la nôtre. Mais on est l'exemple qu'il est possible de créer une entreprise industrielle aujourd'hui dans ce domaine d'activité, de la faire se fructifier, se développer et créer de l'emploi. Il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, il y a plus de 10 millions d'emplois qui ont été créés dans le domaine du solaire. Donc ce n'est plus quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui s'est développé, qui est en train de s'imposer. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de 50% des investissements dans l'énergie qui se font aujourd'hui dans l'énergie renouvelable et pas dans l'énergie traditionnelle. Donc voilà, donc il y a une possibilité de développer, et en PACA en particulier, parce qu'on est une région où on a un fort ensoleillement et beaucoup d'atouts, des entreprises dans ce secteur d'activité qui créent de l'emploi, qui changent le monde, comme le disait, je ne me souviens plus de votre nom, voilà, pour changer le monde. Et effectivement, il y a une révolution industrielle qui est en marche et on en fait partie. Quelques chiffres encore pour vous donner la dimension de ce qu'est devenu le groupe. Il faut comprendre qu'on a démarré avec 150 000 euros et aujourd'hui on a investi 250 000 euros dans nos actifs. C'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qu'on produit aujourd'hui, c'est la consommation en gros de la ville d'Aix. Et l'objectif du groupe, c'est d'être capable de produire d'ici 2023 l'équivalent de la consommation électrique de l'ensemble des habitants de la ville de Marseille. Donc même à notre échelle, on reste une PME. On peut avoir un impact significatif dans la transition énergétique et le déploiement d'énergie renouvelable sur notre territoire. On s'est développé en PACA et puis on a commencé à se développer aussi à l'international parce que le marché français est un peu compliqué. Réglementairement, on a eu quelques difficultés, ce n'est pas toujours facile. Malgré tout, ça reste un pays attractif et on continue à se développer, mais on a commencé à regarder l'international pour des raisons qui sont liées au fait que notre modèle de développement, qui était la production locale, vente locale et donc la vente directe de l'énergie, était particulièrement sensé sur certains territoires, en particulier sur le continent africain, où il y a une problématique majeure, c'est qu'il n'y a pas de réseau d'électrification, il n'y a pas les grands réseaux électriques que l'on peut retrouver dans les pays européens. Et donc, produire localement de l'énergie qui est consommée localement par le consommateur, c'est assez logique sur ces territoires. On s'est lancé aussi au Chili dans une démarche similaire, avec une spécificité, c'est que le Chili a fait partie des premiers pays où, justement, l'électricité solaire était compétitive. Donc, on est aujourd'hui en train de développer et d'exploiter des unités de production au Chili, où, en fait, on vend l'électricité sur le marché comme si on faisait de l'électricité avec le gaz. Donc ça, c'est aussi une expérience intéressante parce que ce n'est pas le cas encore sur le marché français. Ça va l'être prochainement, mais ça ne l'est pas encore. Et donc c'est toute cette expérience-là qu'on est en train d'acquérir à l'international et qu'on va pouvoir utiliser dans les différentes zones géographiques où on intervient. Et puis on s'est lancé aux États-Unis, un chantier compliqué et vaste. Ce qui est intéressant avec le marché américain, c'est qu'il y a une très forte volonté politique. Un peu moins en ce moment avec Donald Trump, mais en tout cas, il y a une vraie volonté politique au niveau des États de promouvoir cette énergie. Et encore une fois, il y a un intérêt pour le groupe d'intervenir sur ce type de territoire, en particulier sur un mécanisme qui a été développé sur la zone sur l'État du Massachusetts, qu'on appelle le Community Solar, où ce sont des groupements de consommateurs de personnes physiques qui se réunissent pour acheter l'électricité directement à un producteur comme nous. Encore une fois, quelque chose qui est assez intéressant dans notre modèle de développement, à savoir producteur directement en vendant l'électricité directement aux consommateurs. Et là, sur les États-Unis, il y a une organisation qui se met en place sur ce territoire pour pouvoir justement pousser cette révolution industrielle. Alors, quand on m'a demandé de venir, on m'a parlé de success story d'entreprise. Du coup, j'ai voulu expliquer quels étaient les facteurs clés de succès de notre entreprise. Le premier facteur, c'est l'humain. On en a beaucoup parlé. Nous, on a fait un pari quand on a créé l'entreprise, et c'est ce qui nous motivait, de concilier le travail et l'épanouissement personnel, individuel et collectif.
Et on a créé autour du groupe un esprit Cap-Vert Énergie et une implication de nos collaborateurs qui fait qu'aujourd'hui, c'est un projet qui n'est pas porté par ses fondateurs, mais qui est porté par l'ensemble de ses équipes. On choisit des gens, on embauche des gens, on n'embauche pas forcément des compétences, même si les compétences sont nécessaires, mais avant tout, on embauche des gens qui sont engagés comme nous dans un projet d'efficacité et environnemental. Deuxième élément qui fait qu'on a réussi à survivre et à se développer dans un environnement complexe, c'est l'organisation. C'est qu'on a, grâce à mes deux associés qui ont une culture de grands groupes, alors que moi je suis plutôt sur une culture de PME, mis en place des process qui sont proches de ceux que l'on pourrait trouver dans une grosse structure. Et ce qui nous a permis d'allier à la fois l'agilité d'une PME et en même temps des process qui permettent d'être très efficaces et aussi de rassurer les interlocuteurs avec lesquels on travaille, parce que quand vous êtes processé et que vous êtes capable de structurer votre démarche, ça rassure souvent les interlocuteurs que vous avez. Et dans notre activité, on a souvent face à nous des interlocuteurs qui sont de grands groupes. Et puis enfin, autre élément qui a fait notre succès, c'est cette vision stratégique qui était celle de la vente directe de l'énergie, produire localement, consommer localement, et qui s'avère aujourd'hui être payant, puisque quand on a démarré, le marché de l'énergie est avant tout un marché centralisé, où on installe des très grandes infrastructures pour essayer d'avoir le prix du kilowattheure le plus bas possible. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le marché est en train de se scinder en deux, avec vraiment toujours le marché des grandes infrastructures qui va continuer à se développer et à exister, mais en même temps tout un marché des infrastructures de petite taille locale qui a sa place, parce que quand vous n'avez pas à transporter votre électron, vous allez gagner en coût de productivité. Il faut savoir qu'on perd 10% de l'électricité rien que sur le transport à travers le réseau en France. C'est-à-dire que cette absence de perte, c'est un gain de productivité que vous avez en produisant localement. Nos enjeux aujourd'hui, alors on est une PME qui est face à une activité extrêmement capitalistique, je l'ai dit tout à l'heure, 250 millions d'investissements réalisés par le groupe. L'horizon 2023, c'est 1,5 milliard. Donc c'est un enjeu fort financier. Donc on a renforcé les fonds propres du groupe déjà en 2015, puis en 2017, et on va encore continuer. On a levé 30 millions d'euros, on va en chercher encore sur des montants à peu près similaires entre cette année et l'année prochaine. Donc ça, c'est un enjeu très fort pour une entreprise de notre secteur d'activité. Financer notre développement, nos projets à l'international. Alors aujourd'hui, depuis 10 ans, 9 ans qu'on est sur la France, on sait financer assez bien des projets sur le territoire français. Il y a tout un microcosme économique qui s'est développé autour de ça, et c'est assez simple, entre guillemets, de financer des projets en France. Par contre, pour une PME comme la nôtre, se financer à l'international, c'est encore un challenge. On l'a commencé à le faire au Chili, ça fonctionne assez bien. On est en train de travailler sur le marché américain, et on travaille aussi beaucoup sur des opérations sur le marché africain, qui est potentiellement le marché le plus complexe à financer aujourd'hui, surtout ceux que l'on adresse. Et puis un autre enjeu qui est important, c'est qu'il faut sécuriser du foncier. Les énergies renouvelables, en particulier le solaire, c'est des énergies qui nécessitent beaucoup d'espace. Et donc il y a un enjeu de sécurisation du foncier pour pouvoir installer des infrastructures solaires. C'est le défaut de l'énergie solaire, c'est qu'effectivement ça a une emprise au sol qui est importante. On m'avait demandé aussi de donner quelques informations sur ce que l'on fait sur le continent africain. Effectivement, le groupe a décidé, après 2 années d'études, de se lancer sur le marché africain, pour la raison que j'avais évoquée tout à l'heure, à savoir que c'est un marché qui, effectivement, est tout à fait adapté à cette logique de production décentralisée. Alors, on a déployé notre activité depuis Marseille, mais on ne pouvait pas le faire seul, donc on s'est implanté avec des partenaires locaux. On a estimé que la complexité du marché, sachant qu'on adresse plusieurs pays, nécessitait d'avoir sur le territoire des partenaires qui avaient une connaissance de cette zone. Et on cible aujourd'hui, nous, des industriels, des cimentiers, des miniers, tout ce qui est agro-industrie ou encore tout ce qui est hôtellerie. Sur le continent africain, je fais un petit exercice de SWOT pour dire qu'est-ce qu'on vivait en fait et
quel était l'avenir pour nous face à cet enjeu c'est un continent, donc c'est un continent complexe. Les forces que l'on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, la cohérence de notre stratégie par rapport aux besoins sur ce marché. On a notre expertise, notre savoir-faire et notre organisation qui a porté ses fruits en France, qui a porté ses fruits au Chili, puisqu'on a déjà aussi des opérations d'exploitation sur ce territoire, et puis nos partenaires locaux qui nous aident à nous implanter. Les faiblesses, c'est difficile pour une PME d'adresser un continent avec un besoin aussi important, parce que l'enjeu énergétique du territoire africain est très important, mais en même temps c'est un marché qui est naissant, qui n'est pas structuré, qui n'existe pas vraiment en fait, et on doit évangéliser le marché, enfin les gens avec lesquels on échange, pour pouvoir faire en sorte que les projets émergent, et je peux vous assurer que ce n'est pas simple. Les menaces, c'est les risques que l'on connaît assez bien du continent africain, qui sont ceux que tout le monde rencontre. À d'autres échelles, c'est plus simple quand on s'appelle Engie, quand on s'appelle Cap Vert Énergie, mais donc il faut les affronter. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, le fait que c'est un marché naissant, il y a une inertie et un manque de maturité qui fait qu'on peut être amené à mettre des années avant de vraiment réaliser et se déployer de façon suffisamment significative pour qu'économiquement ça soit viable. Par contre, il y a des opportunités, c'est la raison pour laquelle on continue à investir de façon significative. On a une dizaine de personnes quand même qui travaillent sur le territoire, sur le développement en Afrique. On est précurseur dans cette approche de la vente directe de l'énergie. Et puis, on a un contexte macroéconomique quand même qui nous aide avec les COP. Et puis cette instabilité du prix de l'énergie, du prix du pétrole, qui est finalement, pour l'instant en Afrique, notre concurrent principal, et qui est instable. Et l'énergie solaire a le grand avantage d'apporter une solution stable, aujourd'hui plus économique que la solution avec le diesel. Et donc les perspectives sur ce territoire sont très vastes. Voilà, j'ai peut-être été un peu long. Intéressant. Merci. Merci Christophe. Donc là, on a un témoignage justement des trois interventions où on peut vraiment, grâce au numérique et son numérique, créer vraiment des villes intelligentes au lieu de voir des villes. On a discuté de ça, Jacques. Bon, on utilise le numérique aussi. Oui, vraiment. Non, parce qu'il y a des fois, il y a certaines personnes où le numérique à haute dose, ça leur fait peur. Et il faut vraiment être. C'est-à-dire que ce sont des solutions qu'on doit utiliser aujourd'hui. Mais vous partez du start-up, mais vous avez créé un groupe industriel sur une problématique qui est vraiment locale et qui pose vraiment un problème. Et là, vous avez fini par les industriels que vous visez. Donc là, je prends les cimentiers, par exemple, parce que vous êtes à deux niveaux. C'est-à-dire vous produisez l'énergie, mais vous êtes dans l'atténuation, c'est-à-dire les cimentiers, c'est des grands émetteurs. Et sans transition, comme ça, je donne la parole tout de suite à Philippe, qui va parler justement c'est-à-dire des initiatives où il y a les deux volets, adaptation et atténuation. Parce qu'il faut s'adapter, mais aussi il faut l'atténuation de toutes les émissions. Alors, Driss, si vous le permettez, je parlerai en dernier. Si ça ne vous dérange pas, parce que finalement, le Greg PACA a une situation un petit peu particulière autour de cette table. Donc, en conclusion, je pense que ça pourra être intéressant, si ça ne vous dérange pas. Donc, voilà. Très bien. Donc, la parole à Mathieu Carlier, donc, qui va nous parler justement de monotérine, des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est important. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Comme j'ai travaillé beaucoup sur la pollution de l'air. Et pour moi, je pense que la pollution de l'air n'est pas prise en compte par rapport aux gaz à effet de serre. Et je dis toujours, il faut passer par les changements climatiques, par les gaz à effet de serre, pour essayer de réduire les polluants sanitaires parce qu'ils ont la même source. C'est-à-dire une énergie qu'on brûle, donc elle produit du CO2 bien sûr, méthane, tout ça, donc c'est les gaz à effet de serre, mais elle produit tous les polluants sanitaires qui sont une gêne immédiate. C'est-à-dire, en France, je pense que c'est 40 000 morts prématurées par la pollution atmosphérique. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Mathieu Carlier, donc le DG et cofondateur d'Ever Impact. Donc, je vais vous parler un peu de la mesure de la monétisation du CO2.
Donc EverImpact a en fait développé une technologie de mesure et de monétisation du CO2 donc, qui combine des données de satellites et de capteurs au sol, et donc pour fournir un tableau de bord donc, aux villes ou aux projets urbains, et puis aussi pour leur permettre surtout d'accéder à des outils de finance verte et permettre de financer les projets. Peut-être un peu sur notre histoire. Donc on est effectivement une start-up, mais nous avons en fait un parcours un peu atypique. Nous sommes d'anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies. Et donc ça remonte à... J'étais moi-même aux Nations Unies. Je travaille en fait beaucoup sur la capture des données pour les élections présidentielles dans des pays en crise et qui se relevaient d'une guerre. Et donc j'ai beaucoup pu voir l'impact des données en fait dans les projets de développement international. Et donc c'est une rencontre un peu inopinée avec des ingénieurs de la NASA qui ont lancé le premier satellite qui mesure les gaz à effet de serre dans les villes. Et en fait de cette discussion est née l'idée de créer un EverImpact en combinant en fait les données satellites et de capteurs pour en fait avoir une mesure, une métrique du CO2. Et donc avec cette idée, je suis allé voir d'anciens directeurs d'agences de Nations Unies, notamment l'ancien directeur de l'agence UNOPS et aussi l'ancien directeur des premières agences satellites des Nations Unies, donc qui s'appelle UNOSAT et CLIMSAT. Et donc cette personne était un précurseur de l'utilisation des satellites pour l'aide humanitaire, donc avant le déploiement de troupes dans les catastrophes naturelles, et qui a lancé aussi la première agence satellite au sein des Nations Unies, CLIMSAT. Et donc de cette histoire, on a pu faire quelques constats. Donc comme on a beaucoup parlé aujourd'hui, effectivement 70% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des villes. Ce dont on a moins parlé, c'est que les projets urbains représentent moins de 1% des marchés du carbone, alors qu'il y a en fait une source de financement importante sur ces marchés carbone et qui est sous-utilisée. Et donc, il est aussi important d'avoir ce qu'on appelle un système de MRV, donc de monitoring, reporting et de vérification des émissions, pour pouvoir justement accéder à ces financements, pour créer de la confiance. Et donc, de ces constats, on a créé cette technologie donc, de mesure de monétisation, donc, qui propose une mesure du CO2 en continu, donc avec capteurs et satellites, qui propose aussi d'identifier l'origine des émissions et le ciblage des actions, et surtout, point qui nous est aussi très cher, c'est la valorisation de ces actions de CO2 sur des outils de finance verte. Donc je vais y revenir un peu plus en détail. Donc au niveau de la technologie satellite, on travaille avec différentes agences spatiales pour collecter des données de différents satellites, donc d'une gamme dédiée au gaz à effet de serre. Et donc on va combiner, puisque la maille n'est pas toujours suffisamment fine à l'échelon d'une ville ou d'un territoire, donc on va combiner ça avec des capteurs au sol, donc pour avoir une précision et un maillage plus fin. Et donc on a mis en place aussi, j'y reviendrai par la suite, un business model qui va permettre en fait de permettre aux villes ou aux projets urbains, donc c'est pas forcément une municipalité, ça peut être aussi des acteurs du secteur privé, donc d'accéder à ce service avec une infrastructure qui est déjà financée en fait. Donc pour vraiment essayer d'enlever ce problème d'investissement et vraiment d'avoir un service qui en fait contribue et apporte des financements au projet. Donc la combinaison de ces capteurs au sol et de ces satellites nous permet d'avoir un tableau de bord qui fait le suivi des gaz à effet de serre en continu, et donc qui va être disponible soit des projets de partenariat public-privé, des municipalités, mais aussi des entreprises du secteur privé, de la Smart City. Au niveau de la monétisation, ce que nous proposons, c'est la finance verte donc pour les villes, donc notamment avec des outils dits de revenus, donc de crédit carbone. On va permettre à un projet urbain de générer entre 200 000 et 10 millions d'euros par an selon la taille du projet, donc c'est juste des indications. Effectivement, ces montants varient selon les projets. Ou alors d'accéder à des financements d'obligations vertes, qui est aussi un marché en essor, qui a été lancé par la Banque mondiale notamment, et donc qui permet de financer des projets sous forme de dette.
Donc vraiment, l'idée, c'est de rendre le territoire attractif, donc d'attirer aussi bien les entreprises et les investisseurs qui voient les villes et les territoires comme des possibilités d'investissement très intéressantes, mais qui ont besoin vraiment de ce facteur tiers de confiance, donc pour vérifier qu'effectivement il y a bien eu un impact sur les réductions de CO2 et de gaz à effet de serre. Et donc on va vraiment permettre à ces projets de générer soit des revenus ou d'attirer des financements verts. Donc quelques références sur notre parcours. Donc on a été initialement financé par la Commission européenne, qui avait un accélérateur de start-up, donc qui avait reçu 8000 candidatures à travers l'Europe et qui a sélectionné 1000 start-up à travers l'Europe, dont nous faisions partie. Et puis nous avons aussi intégré ce qu'ils appellent un programme VIP, donc qui étaient les start-up les 15 plus prometteuses sur les 1000, où on a été sélectionné. Et puis on a fait ensuite des tests techniques, tests pilotes, dans différentes villes, notamment en Espagne, à Barcelone et à Malaga. Donc on a pu tester les capteurs et puis aussi les données satellites. Et suite à ça, on a été invité par la ville de Londres donc à faire un test pilote d'1 an sur tout un arrondissement, donc sur le borough de Greenwich, qui est l'équivalent d'un arrondissement. Et où donc là, on a testé différents capteurs, différentes solutions. Donc je vais revenir un peu sur ça en plus en détail. Et puis on est aussi sur un projet au Nigeria de monétisation où là on rapporte des financements, sur un total de 107 millions de dollars sur 20 ans. Et donc ça je vais vous présenter un peu ces cas plus en détail. Donc sur Londres, donc ce projet Smart London était un projet avec la municipalité de Greenwich et aussi avec d'autres acteurs donc du secteur télécom, agence qualité de l'air, etc. Et donc on a testé plusieurs façons de mesurer les polluants de l'air et les gaz à effet de serre. Donc en utilisant des satellites, des capteurs fixes et mobiles. Donc il y avait aussi ce qu'ils appellent une smog mobile, donc une voiture équipée de capteurs et donc qui circulait dans la ville. Et puis également de vélos, etc. Et donc, qui a permis aussi de voir donc l'impact. Donc, il y a eu des études sur la mobilité, donc au niveau de ce qu'ils appellent les low emissions neighborhoods, donc les quartiers à émissions réduites. Et puis aussi l'impact sur la santé, donc de voir où se déplacent les citoyens et voir aussi un peu quel peut être l'impact de la pollution de l'air sur les mouvements à travers la ville des citoyens. Donc, données qui étaient récupérées par exemple par les acteurs du télécom. Donc ça c'était un des projets qu'on a fait. On a aussi un projet en cours avec le Nigeria, donc il y a un PPP avec l'État d'Ogun. Et donc là c'est vraiment un projet donc de réhabilitation des terres où on va essayer de planter des arbres donc pour réhabiliter les terres et inciter à la réduction des gaz à effet de serre. Et où le projet a réussi à attirer un financement de 107 millions de dollars sur 20 ans d'un grand industriel français. Et donc qui va générer à grande échelle 6,5 millions de dollars par an uniquement sur les crédits carbone, sur la finance carbone. Donc qui est un revenu non négligeable pour le projet qui permet de faire voir le jour à beaucoup de projets. Donc voilà, nous sommes maintenant évidemment, nous sommes en train de déployer sur différentes villes à travers le monde. Et évidemment, le bassin méditerranéen a aussi un intérêt pour nous. Et donc, on a peut-être de notre côté un constat un peu différent. C'est qu'on a en fait plus de mal à trouver des projets qu'on dit bankable, donc qui peuvent être monétisés, alors qu'on sait où trouver les financements, mais il y a tout un manque de connexion entre les investisseurs et les entreprises et puis les projets qui peuvent être monétisés. Donc c'est l'histoire d'Ever Impact. Merci. Très bien, merci pour cette présentation. Et donc je rajouterai un mot par rapport à ce qui a été dit, parce qu'aujourd'hui, donc comme vous le savez, donc aujourd'hui on a des systèmes de surveillance de la qualité de l'air qui est fait par les stations fixes. Et là, c'est pour suivre toute la mesure des polluants sanitaires. Et ça nous ramène à la ville durable.
et le lien par rapport à l'énergie. Et donc là, on va voir un exemple qui va nous parler des deux, c'est-à-dire l'adaptation et l'atténuation au niveau de la région PACA. Merci. Alors oui, désolé pour ce petit changement de programme. Simplement, Philippe Rossello, je représente le groupe régional d'experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'anime et coordonne ce groupe avec Aurore Baye qui est dans la salle, et puis Antoine Nico. Alors, j'avais prévu de vous dire certaines choses, parce qu'on en avait discuté, j'avais discuté avec Constantin, mais vu le contexte, vu ce qui a été dit, je vais dire non, tant pis, je ne vais pas le prendre. Je vais dire les choses un peu différemment. Mais ça va être complémentaire, et j'espère que ça lancera les débats de la feuille de route juste par la suite. Alors, Olivier Blancheton, ce matin, a dit quelques mots sur le grec PACA. Donc, son rôle vraiment au niveau de la région, alors la région sud, Monsieur Genzana me le rappelait tout à l'heure. Il n'est plus là, mais donc je lui répéterai. Donc, c'était de centraliser, transcrire et partager les connaissances scientifiques. Donc, sur le climat, sur le changement climatique, c'est éclairer les enjeux locaux, c'est favoriser le dialogue. Mais le dialogue avec qui? Avec les élus, les décideurs, les gestionnaires, les associations, et on va jusqu'aux citoyens. Donc, et là-dedans, du coup, je n'oublie pas bien sûr les entreprises, et je vais en venir sur ce point. Juste pour dire aussi, pour présenter le grec PACA, il y a deux coprésidents, Joël Guillot du CNRS et Bernard Seguin, ex-INRA. Et c'est une initiative donc, qui est portée principalement par la région PACA, par l'ADEME, et qui est financée plutôt, et qui est portée par l'Association pour l'innovation et la recherche au service du climat. Donc déjà, ici, autour de cette table, il y a une association qui est née en 2015, et on pourrait d'une certaine manière dire que c'est une success story. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'existait rien. Une interface entre la recherche et la société, ça n'existait pas, en tout cas dans notre région. Donc en l'espace de 3 ans, il y a aujourd'hui, vu qu'on montre des chiffres, on est il y a à peu près 400 chercheurs qui sont référencés dans l'annuaire du grec PACA, 250 chercheurs qui suivent de manière régulière l'actualité du grec PACA, et environ 150 chercheurs actifs qui contribuent, qui participent aux colloques, aux journées thématiques, aux cahiers thématiques qui sont publiés par le grec PACA, là où on peut retrouver des pistes d'adaptation et d'atténuation aux gaz à effet de serre. Alors moi, je voudrais aussi revenir, et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que aujourd'hui, je pense que c'est l'opportunité, si on peut parler d'opportunité, c'est de mettre en contact et de mettre en relation la communauté scientifique et les entreprises. Parce que finalement, ça fonctionne assez bien avec les collectivités, les associations, les citoyens maintenant. Mais je me rends compte, en vous écoutant, et c'est très intéressant, que finalement, la distance est encore très grande entre la communauté de la recherche et le milieu de l'entreprise. Donc là-dessus, je pense que si on doit faire quelque chose ensemble, s'il y a des actions qui doivent être mises en œuvre, que ce soit au nord ou au sud, il faut s'appuyer sur la communauté scientifique, et la communauté scientifique doit s'appuyer sur les entreprises aussi pour diffuser, créer des outils innovants, mais pas que seulement aujourd'hui, pour demain et bien plus tard encore. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment important. Il faut savoir que ce matin aussi, et je pense que c'est un problème de langage commun. Donc Annick Delay l'a dit, mais d'autres personnes aussi, quand on parle d'opportunité et de changement climatique, c'est une aberration. Alors, et je vais le dire pourquoi, parce que le changement climatique, c'est un défi, on est tout à fait d'accord, c'est un grand défi. Donc s'il y a une opportunité, c'est la transition énergétique et écologique, et certainement pas le climat et le changement climatique. C'est la transition verte. Donc s'il y a une opportunité économique, dans un système capitaliste qui est le nôtre, avec ses bienfaits et ses excès, on le voit, vous êtes tous dans cette démarche-là, et vous profitez, et tant mieux, je ne critique pas, du capitalisme et de la mondialisation. Donc c'est parfait, on est d'accord. Mais il faut mettre aussi au cœur
de ce dispositif-là. Il faut, enfin, comment dire ça? Parce que, excusez-moi, je change de discours depuis, je comptais vous dire autre chose, mais quand je vois les sommes qui sont affichées et qui affichent une bonne santé des entreprises, mais quand je vois le mal des collectivités, enfin le manque de financement des collectivités, des associations sur le terrain, et moi, nous on le voit parce qu'on est à cette interface-là, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, il faut ouvrir ce dialogue-là et il faut créer du lien, il faut créer un lien entre le citoyen, l'association, l'entreprise, la collectivité, la communauté scientifique. Alors c'est déjà le cas dans certains cas et ça marche plutôt bien. Mais voilà, il faut aller plus loin. S'il y a une opportunité, si aujourd'hui, je le répète, on veut aller plus loin, vous dans vos actions et vous dans les vôtres, je pense qu'il faut vraiment ouvrir ce dialogue-là parce que je me rends compte vraiment qu'il y a un problème de langage. Alors, cette transition verte, cette transition énergétique, écologique, elle n'est pas seulement au niveau régional. Elle est au niveau national, elle est au niveau international. Donc, il faut avoir des leviers, il faut avoir des financements. Ce matin, je disais, mais s'il n'y a pas plus de financement, comment on fait ? Comment on fait pour basculer dans cette transition énergétique et écologique? Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de financement qu'il ne faut pas avancer. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de financement, du coup, si on n'avance pas, on va dans le mur. Donc il faut vraiment alors soit partager différemment les financements, les flécher différemment. S'il y a plus de relations entre les entreprises et les associations, les chercheurs, etc., peut-être qu'on peut imaginer des financements demain innovants qui soient différents. Donc je voulais insister là-dessus parce que quand on parle de contraintes climatiques, aujourd'hui à l'échelle mondiale on est à peu près à 1 degré, la température a augmenté environ d'1 degré par rapport au début de l'ère industrielle. On l'indiquait ce matin, demain à la fin du siècle, parce que à la fin du siècle c'est demain, ça sera 3, ça sera 4, ça sera 5 degrés Celsius en fonction des scénarios socio-économiques qui seront choisis par tous les États parce qu'on travaille à l'échelle mondiale, enfin que les impacts sont à l'échelle mondiale. Donc après, les impacts seront multiples. On a parlé beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais quand on parle alors des ressources en eau, parlons des ressources en eau. Mais dans le sud, c'est déjà une inquiétude énorme, mais ça deviendra une inquiétude aussi au sud de l'Europe, par exemple. Donc, dans les effets du changement climatique, moi j'avais marqué baisse de la productivité, modification des phases de développement des végétaux. On est vraiment sur des questions de biodiversité aussi, la hausse du niveau marin, etc. Imaginez un petit peu les impacts de la hausse du niveau marin s'il y en a 80 cm de plus ou 1 mètre de plus à nos plages. La Camargue disparaît, la mer va jusqu'à Arles. Sur la Côte d'Azur, ce sont des milliers de bâtiments qui sont menacés. Donc, oui aux actions innovantes, bien sûr, mais il faut une action beaucoup plus concertée que ce que j'ai entendu ce matin, ce que j'ai entendu cet après-midi. Et ce n'est pas une critique, c'est juste un constat et une envie d'aller de l'avant et une envie de fédérer les forces et d'être avec vous aussi. Donc, vous savez qu'il y a eu ce fameux texte, il sera bientôt trop tard, au moment de la COP, à la fin de l'année dernière. Les chercheurs vous le disent, il sera bientôt trop tard. Nous, on le voit avec Aurore et Antoine, les chercheurs au sein du GREPACA changent les mots. Au début, ils voulaient être rassurants. Ils disaient, on pourra peut-être limiter les effets du changement climatique. Aujourd'hui, on est beaucoup moins rassurant parce que finalement, la température s'emballe. On a les dernières décennies qui sont les plus chaudes. Les scénarios socio-économiques qu'on est en train de choisir ne sont pas les bons. On est plutôt sur les scénarios pessimistes. Alors, où allons-nous? Voilà. Donc après... qu'est-ce que je peux dire pour finir? Sur des pistes d'adaptation, parce que j'étais là-dessus quand même au départ, des pistes d'adaptation, d'atténuation, bien sûr, encourager le développement des énergies renouvelables. Il faut repenser, et ça on en a parlé avec le bâtiment, par exemple, la structure des espaces urbains, favoriser les transports en commun, bien sûr, développer l'économie circulaire, les pratiques agricoles. Aujourd'hui, on a par exemple une économie de la viticulture qui est très forte en région PACA. Mais si les agriculteurs, les viticulteurs ne changent pas leurs pratiques agricoles, si demain on n'irrigue pas leurs vignes, le vin, ce sera mauvais, tout simplement. Il fera pas qu'aujourd'hui il fait déjà 14, 15, 16 degrés, donc il sera encore davantage, il sera imbuvable. Donc, et ça c'est pareil pour tous les pays méditerranéens.
Donc il faut, dans ce contexte-là, nous on est GREC PACA, on est région PACA, mais en s'appuyant sur le MEDEC, en s'appuyant sur d'autres initiatives autour du bassin méditerranéen, la Catalogne, il y a l'Occitanie qui est en train de se mettre en place, il y a des balbutiements aussi en Corse, mais on peut imaginer aussi d'autres structures, on peut transférer une expérience, on peut favoriser l'émergence de groupes de travail comme, enfin de groupes de des groupes régionaux, pardon, composés de chercheurs sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc il faut une structure qui pourrait animer tout ça, je pense au MEDEC bien sûr, mais le GREC PACA, comme les autres groupes autour de la Méditerranée, pourrait jouer un rôle essentiel pour transférer les connaissances scientifiques, vous les transférer, et pour que les choses soient encore mieux faites et qu'on aille encore plus vite. Alors bien sûr, bon, on pense à la planification des territoires, on pensait au plan climat, air, énergie territoriaux. Ici, en France, il pourrait y avoir des démarches similaires. Là aussi, il pourrait y avoir du transfert d'expérience, du transfert de connaissances. Ce serait possible. Donc pour finir, juste je voudrais rappeler, quand on dit contrainte climatique, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. C'est incontournable. Même si on voulait, même s'il y avait des climato-sceptiques dans cette pièce, même s'il y avait pas, si le climat n'était pas l'une des fortes composantes de ce changement, eh bien regardez où on en est aujourd'hui. On est à des territoires pollués. L'homme est allé trop loin, que ce soit en France et dans tous les pays. Donc, il faut changer cette économie-là, il faut changer cette vision-là. Alors, cette économie peut rester capitaliste, ce n'est pas la question. Je ne me pose pas du tout en défendeur d'une autre économie. Mais il faut changer les mentalités. Il faut ce capitalisme, dans cette mondialisation, peut-être qu'il faut le changer. Et alors, je vous dis ça ici, alors que je n'ai pas des capitalistes effrénés avec des grandes entreprises qui pensent qu'à leurs dividendes, etc. Mais je pense qu'avec nos forces, avec vos forces, on peut avancer et on peut aller plus loin. Voilà, je vais en finir là-dessus. Bon, je rappelle quand même qu'il y a ce colloque, on en parlait tout à l'heure au mois de novembre, alors qu'il va se chevaucher avec votre événement, les 21, 22, 23 novembre. Alors, ce n'est pas pour valoriser le GREC PACA, ce n'est pas pour valoriser la communauté scientifique, c'est là aussi pour ouvrir le dialogue, c'est pour trouver des solutions ensemble. L'égoïsme n'a pas de place dans ce défi climatique. On en a parfaitement conscience au GREC PACA. Eh bien, je vous remercie. Très bien. Merci Christophe. C'est vrai que... Philippe, mais c'est pas grave. Pardon, Philippe. Pardon. Merci. C'est vrai que c'est concentré sur l'énergie. Et bon, je suis d'accord que le nexus, mais ça a été cité ce matin par la représentante de la Banque mondiale qui a parlé du nexus énergie, eau et alimentation qui sont importants. Mais c'est vrai, l'énergie prend une grande part, mais il ne faut pas oublier l'eau, l'alimentation, les sols. Ce n'est pas une critique. Après, en une journée, on ne peut pas tout aborder. En l'espace de 10-12 minutes, ou plus pour ma part, ou pour certains aussi, voilà, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout aborder. Tout à fait. Et étant entrepreneur et à l'interface entre le monde académique et le monde de l'entreprise, donc je peux qu'approuver cette interface justement qui doit être encouragée entre l'entreprise et la communauté scientifique. Et par rapport aux interventions, donc je vais quand même être du côté, c'était pas une critique, mais Jacques l'a dit, il a dit, ça part de la collectivité, il faut que la collectivité en bénéficie. Et Christophe a dit aussi que tout ce qu'on recrute, on ne les recrute pas pour leurs compétences, c'est le côté humain. Donc je pense que c'est important, donc je tiens à préciser ces points, mais je pense que ça ouvre le débat. Et donc on ouvre le débat par rapport aux questions. Donc il y a une question là-bas. 2, 1, 2. Oui, bonjour. Pour les gens qui parlaient de Chili, donc c'est en origine, je suis d'origine chilienne, donc Victor Hugo Espinosa. Je suis président bénévole d'une association qui s'appelle Les Rémois et qu'on a fait à peu près 250 000 enfants sensibilisés. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis 30 ans que je milite pour l'écologie dans les médias partout, et je me rends compte d'une chose, qu'il y a des gens qui meurent du climat. Aujourd'hui, on a fait toute une conférence qui est très bien, évidemment, mais il y a des gens qui meurent du climat, il y a d'autres qui survivent du climat. Il y a d'autres qui, comme Amnesty International a fait
des travaux sur les réfugiés climatiques, les statuts de réfugiés climatiques, 200 millions dans quelques années. Donc tous ces chiffres, je comprends aussi qu'il y a des gens qui puissent vivre du climat. C'est normal. Mais la seule chose que je me demande, et j'aimerais que tous ces gens qui se battent pour que la Terre, dans cette urgence climatique, ne parte pas en dérive, je pense qu'il y a une limite. C'est-à-dire qu'on peut vivre du climat, et on ne peut pas aller, je ne parle pas de vous, je parle de grosses multinationales, qui des fois, on va exploiter le climat. Deuxième chose, je pense que les subventions aussi, aujourd'hui, on laisse de côté quelque chose qui est très important. D'ailleurs, je partage ce qu'a dit Philippe, d'ailleurs, qui est un de nos représentants de l'EREMOA, qui fait des choses sur le terrain. Vous avez 10 millions d'enfants, écoles, collèges et lycées en France. On touche les parents, 30 millions de personnes. On touche la moitié de la France tout de suite si on sait faire de la sensibilisation, si on sait faire de l'éducation. Aujourd'hui, on est en train de faire des programmes de lycée et je vois la difficulté que sont les gens pour donner des frics. On a des frics pour ça, on a des frics pour l'éducation, jamais. Et pour l'éducation, pour la sensibilisation, je vous donne un exemple tout bête. Un trajet sur deux, c'est pour faire moins de 3 km. Vous apprenez ça à un enfant, il sait très bien qu'il peut prendre le vélo, il peut changer des modes. La moitié de la pollution est réglée. Si vous lui dites qu'il ne faut pas acheter des pommes qui viennent de Chili, parce que ça fait 12 000 km d'empreinte écologique, il n'achète plus, c'est plus valable que tout. Mais quand vous cherchez des frics, vous ne trouvez jamais, il n'y a pas le fléchage qu'il faut, et je trouve que c'est quelque chose d'assez ignoble. Et je pense que ça, il faut le changer. Et pour finir, je dirais autre chose, il faut aller vers une charte éthique économique, une charte éthique, tous ces gens qui font des conférences partout dans le monde, que ce soit des gens qui suivent une charte éthique au niveau économique, au niveau moral, dans le sens qu'on fait tout ça, on le fait pour la terre, on ne fait pas pour se gaver, on le fait, oui, il faut vivre, oui, il faut un modèle économique, mais il ne faut pas non plus oublier qu'on est là pour sauver la terre tous ensemble. Et je voudrais même, je suis d'accord avec Annick Delay, quand il a dit tout à l'heure, ce n'est pas une opportunité. Une opportunité, on dirait que c'est une opportunité économique. Je suis d'accord avec toi dans le sens que normalement, on doit tous être derrière nous tous. Je finirai pour dire une chose. Le Maroc, avec Driss Assari qui vient de faire il a parlé tout à l'heure d'information. J'ai cité une formation, j'ai participé à ces formations au niveau communication. On a fait 70 collectivités, 70 représentants des collectivités. On était formés 10 jours de formation. Ici en France, si vous les demandez une demi-journée, ils sont fous déjà, les gens, pour une demi-journée, c'est trop. Une formation dans laquelle ils ont participé. Et là, je vous dis une chose, un pays qui est très lent pour décoller, finalement, on ne s'est pas rendu compte que les choses ne sont pas venues des enfants, ils ne sont pas venus d'en haut, c'est les collectivités aujourd'hui qui sont sensibilisées. Donc je pense qu'il y a une chose à faire, et si les gens qui gagnent beaucoup de sous, ils peuvent donner de l'argent à tous ces gens-là, des milliers de gens qui se battent pour éduquer, je peux vous dire une chose, c'est là que le climat va commencer à changer parce qu'il y a vraiment urgence. Et c'est pour ça que si je fais ces cris dans un endroit que j'ai travaillé avant ici au Conseil général, si je fais ça, c'est pour vous dire que je veux continuer à me battre. Il y a des milliers qui se battent, pas pour un pépette, on peut dire, on se bat parce qu'on croit qu'il y a urgence, mais il faut le faire. Je ne critique pas les gens qui gagnent des sous. Je pense qu'il faut gagner des sous parce que c'est un modèle économique, et je le vois même au niveau associatif. Si je n'ai pas une personne à l'ESMIC qui vaut 30 000 euros, que certaines collectivités ils ont du mal à donner de ces sous-là, on n'arrive pas. Donc il faut un modèle économique, mais il faut un modèle économique de partage. C'est pour ça que nous, on a créé un modèle éducatif dans lequel on donne, on partage, mais on fait gaffe à qui on donne, parce que pour donner, il faut que se déploient les choses. C'est quoi? C'est la sensibilisation à l'air, à l'eau, à plein de choses. Donc, si je vous parle, une seule intervention que je fais aujourd'hui, c'est pour vous dire que cette journée m'a beaucoup plu, mais quelque part, j'entends beaucoup de choses depuis 30 ans, beaucoup de gens ici entendent beaucoup de choses. Je vois que les choses changent, vous parlez d'efficacité, je trouve que c'est très bien l'efficacité, mais il faut aller à l'efficacité pour sauver ce monde. C'est l'éducation, c'est la formation et c'est aussi la bonne communication. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Oui, allez-y. Je voudrais juste faire une réponse à ce que vous dites, parce que au fond de vous, il y a une démarche de culpabilisation du fait qu'une entreprise puisse gagner de l'argent. Quelque part, c'est le message qui passe.
Même si ce n'est pas le message que vous voulez faire passer, c'est le message qui passe. Je vais vous dire, moi, j'ai créé mon entreprise et je suis très heureux qu'elle gagne de l'argent. Je suis très heureux qu'elle gagne de l'argent parce que comme elle gagne de l'argent, elle est capable de démultiplier ce qu'elle est en train de faire. Et il y a encore 3 ans, j'avais 40 mégas en exploitation, enfin, même pas, 30 mégas en exploitation. Aujourd'hui, j'en ai 110. Et dans 5 ans, j'en aurai 1,5 giga. Le giga 5 d'unités solaires que je vais exploiter, son impact environnemental, il est sans commune mesure avec les 30 mégas que j'avais il y a 5 ans. Et donc, c'est parce que mon entreprise gagne de l'argent que je peux avoir un vrai impact. Et je vous rejoins, c'est-à-dire que sans modèle économique, vous ne déployez pas quoi que ce soit aujourd'hui. Malheureusement, on est dans une société capitalistique. Et aujourd'hui, si vous ne gagnez pas de l'argent, vous ne faites rien parce que le système est comme ça. Donc vous êtes obligé de mettre en place, si vous voulez avoir de l'ampleur, quelque chose qui est économiquement viable. À l'échelle du privé, vous êtes un État, vous êtes une collectivité, vous avez un impact vous pouvez avoir un impact de grande ampleur. Mais moi, Christophe Caille, petit individu citoyen normal, la seule capacité que j'ai à faire quelque chose d'important, ou peut-être faire de la science et avoir un impact plus général, mais ça je ne sais pas faire, c'est effectivement de mettre en place un modèle économique qui lui va prendre de l'ampleur. Et ça, moi j'en suis convaincu en tant que chef d'entreprise et j'en suis convaincu en tant que citoyen, parce que je suis en train de monter un fonds de dotation qui va aider non pas des projets dans lesquels on met de l'argent, mais des projets sur lesquels il y a un modèle économique, et il n'y a que ça qui peut avoir un impact significatif. Donc oui, notre entreprise gagne de l'argent, tant mieux. S'il peut y en avoir des centaines comme nous, tant mieux, parce que justement, on va démultiplier notre impact. Et moi, c'est ça qui me motive. Il ne faut pas se tromper. Je ne peux pas, moi, dirigeant d'une PME, avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne. Vous voyez, c'est cette histoire du colibri là, qui amène sa petite goutte d'eau et tout le monde va amener et on éteint le feu. C'est ça, c'est que moi, j'ai ma pierre à mon édifice, vous avez la vôtre, on en a tous la nôtre. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde amène une pierre à l'édifice. Moi, je fais ce que je sais faire. Après, voilà, je le fais le mieux possible avec une vraie conscience. Et je pense que si on est autour de cette table-là, c'est qu'a priori, on a cette conscience-là. Et je peux vous assurer, parce que je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont cette conscience-là de plus en plus. Pas tous, clairement, mais de plus en plus. Juste pour préciser, en tout cas dans mes propos, il n'y avait pas de culpabilité du tout. Hein. C'est non. Mais si je le dis, c'est que c'est non. Mais donc, mais non, mais c'est simplement qu'on peut faire mieux. Moi, le capitalisme, j'en profite comme vous. Hein. D'accord. Certains n'en profitent pas du tout. Faut déjà reconnaître ce que font les gens et qui sont bien. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui font déjà beaucoup de choses, qui sont très bien. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Qui a dit contraire ? Essayons de faire en sorte que tout le monde fasse un peu. Déjà, je n'ai jamais dit. Enfin, on va pas dit contraire. Voilà. Non, je vais pas réagir parce que je crois qu'il ne faut pas alimenter ce débat-là. Aujourd'hui, nous sommes tous unis par le même problème. Scientifiques, chefs d'entreprise, on donne tous une partie de notre vie pour essayer très humblement de sauver notre planète. Moi, je veux le regarder comme ça. Ne culpabilisons personne. Chacun fait à sa place ce qu'il doit et ce sera très bien. Alors, je vais revenir là-dessus parce que, si vous voulez, si déjà, dans un dialogue, on est quelques-uns dans la salle, hein, on n'est pas très nombreux. Si déjà, sur un mot, sur une intervention, il y a un malentendu comme ça, comment voulez-vous qu'on puisse avancer ensemble et voilà. Moi, Est-ce que nous essayons d'avancer dans le débat. Vous avez un ressenti, vous me dites que je vous fais culpabiliser, par exemple. Allez, pourquoi pas. Alors peut-être j'aurais été maladroit dans mes propos. Pardonnez-moi, mais je me sens l'obligation d'intervenir. C'est pas le débat du jour. Mais bien sûr. C'est pas le débat du jour. Et moi, je souhaiterais qu'on puisse débattre avec la salle de la problématique du jour qui, je pense, est plus large que le petit sujet sur lequel on est en train de s'enferrer. Je vous parle de langage. Donc, on donne la parole à la salle, s'il vous plaît. Monsieur, et après le monsieur là-bas. Alors, peut-être pour apaiser les ardeurs et pour informer donc la noble audience et pour revenir sur le nexus eau, alimentation, énergie. Donc, nous à Vitem, nous mettons en place un atelier le 6 juillet ici à Marseille pour rassembler des experts
donc de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation, dont certains viennent du SIAM de l'IAMM de Montpellier, d'autres de Paris. L'idée globale, c'est justement, et je rebondis sur ce que disait M. Bucchi tout à l'heure, c'est de permettre d'avoir une approche globale et non pas une approche en silo, parce que celle-ci, elle est fondamentale, cette approche globale. Toutes ces approches en silo, finalement, on se rend compte qu'elles sont stériles. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, justement, c'est commencer à entamer une réflexion qui a déjà été entamée par nos amis de la GIZ sur le nexus urbain. Comment on gère justement cette problématique de l'approvisionnement de ces trois natures de l'alimentation, de l'eau et de l'énergie en milieu urbain. Voilà. Oui, je ne veux pas revenir trop sur le débat, mais il ne s'agit pas de jeter la pierre sur celui qui fait du fric, celui qui ne fait pas de fric, etc. Mais concrètement, je répète, je suis donc dans la valorisation en circuit court des huiles alimentaires usagées. En face de moi, quand je vois Total qui va faire une unité de production de 500 000 tonnes par an à la Med en important de la palme de Malaisie, d'Indonésie, etc. Là, ça me pose un problème parce qu'on fait de la pseudo-transition environnementale énergétique et en fait, on n'en fait pas. Et on fait simplement du blé. Et pendant un moment, et même la Cour des comptes a jeté à critiquer cette filière d'agrocarburants et tout. Donc, il ne s'agit pas ni de caricaturer dans un sens, ni caricaturer dans l'autre. Et je vous rejoins. Si là-dessus, on est simplement sur nos chapelles en disant ah ouais, moi je suis l'ESS. Alors moi effectivement, je suis économie sociale et solidaire. J'ai pas envie de me prendre le chou avec vous et j'ai pas envie de vous critiquer parce que vous n'êtes pas dans l'ESS, par exemple. J'en sais rien, peut-être vous l'êtes vous. Mais voilà, dépassons ce truc-là. Effectivement, oui, il y a, on vient quand même d'un système économique qui est perturbant, qui a perturbé. Les conséquences aujourd'hui de tout ça, de ce dont on parle, c'est quand même bien le système économique global qui l'a mis en place, quoi. C'est la même chose quand on pense aux compagnies aériennes qui ne payent pas de TICPE sur le kérosène aussi. Pourquoi ? Si c'est pour aller faire des billets d'avion qui vont coûter 15 balles pour aller de Marseille à Londres, alors qu'en train vous avez payé 600 balles, j'en sais rien, mais enfin voilà les ordres, etc. Mais on est où ? Alors oui, effectivement, le système d'argent rapide, facile et tout est critiquable. Mais ça n'empêche pas que vous êtes complètement respectable. Voilà ce que je veux dire. Je vous propose, Monsieur le Président, qu'on passe à la session 3, qui est de savoir si on se réunit ensemble pour aller plus loin, plutôt qu'engager une discussion à caractère un peu politique, partisane, qui n'a aucun point à voir avec le débat aujourd'hui sur le défi du changement climatique. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de passer à la session 3, pour clore la session 3, pour passer à la dernière session? Une dernière question? Ouais, c'est pas une question, j'espère que je ne vais pas refaire polémique. Je vais reparler d'un mot qui a été cité plusieurs fois, c'est le mot d'opportunité. Nous, on a réussi donc je suis Bernard Benayoun, excusez-moi, Bamboo for Life, de faire d'un problème une opportunité. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que je pense que le mot opportunité a été utilisé plusieurs fois. Nous, on a considéré une problématique environnementale, c'est-à-dire les eaux usées, en opportunité écologique. On utilise les eaux usées, qui est un gros problème sur l'ensemble de la planète, pour valoriser ces eaux usées, pour en faire une opportunité. C'est vraiment le mot qui convient. On fait de la séquestration de carbone grâce aux eaux usées, en produisant de la biomasse à très grande quantité. On produit de la biomasse qui va être valorisée derrière. On fait du rafraîchissement bioclimatique en milieu ouvert et on fait de la dépollution parfaite avec un zéro rejet dans le milieu naturel, en fait, uniquement de l'eau distillée qui part en évapotranspiration par le feuillage des bambous qu'on cultive. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on parle d'opportunité. Et c'est vrai que quand on parle d'un problème comme d'une opportunité, on donne des ailes au problème. Et c'est simplement, je pense, la volonté de tout le monde ici de pouvoir utiliser un problème pour se sentir grandi. Merci. On va finir quand même par une note positive et saluer quand même les initiatives, parce qu'on assiste toujours dans des colloques et des débats où ce genre de débat prend 80%, les 80-20, mais là on a assisté justement à une panoplie d'entreprises et d'expériences vraiment concrètes. On les salue et merci.